Et nous dirons adieu à cette année 2024, occasion pour nous de revenir aujourd'hui encore sur certains faits marquants. Merci de nous rejoindre dans le débat de Nana FM pour jeter un regard rétrospectif sur une année 2024 riche en événements et en défis pour le Togo. Quel bilan pouvons-nous tirer de cette année sur le plan sociopolitique et économique? Quels défis se profilent à l'horizon 2025? Autant de questions que nous allons adresser à notre invité ce matin, professeur Aimé Gogué, président du Parti Alliance des démocrates pour le développement intégral, a dit. Bonjour professeur Aimé Gogué. Bonjour monsieur Sanvi, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi qui nous recevez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. D'abord, avant d'entrer dans le vif de ce débat, je tiens à présenter toutes nos excuses à nos auditeurs qui se sont manifestés hier lors de notre émission avec Éric Dupuis. Vous étiez nombreux à vous être manifestés sans pouvoir autant entrer en ligne. Nous avions eu un problème de coordination technique. Veuillez une fois encore nous en excuser. Alors, nous revenons à l'essentiel ce matin avec Aimé Gogué, le président de ADI. S'il vous est donné de faire un bilan rapide de cette année 2024, qu'allez-vous nous dire en une minute? Bon, c'est une année qui a été un peu difficile. Vous vous rappelez l'aggravation de la situation sécuritaire dans le nord du Togo, le terrorisme, dans la préfecture de Tendu, dans la région de Savane, et précisément dans les deux préfectures de Pandial-Ouest. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le changement de la Constitution qui a été promulgué le 6 mai dernier, qui constitue un gros problème pour les Togolais parce que nous pensions aller évoluer vers un changement, mais malheureusement c'est une constitution qui a été adoptée de manière non transparente et non consensuelle et qui ne respecte pas les textes et qui complexifie encore un peu plus la vie politique togolaise déjà très complexe. Donc c'est les deux éléments les plus importants. Et aussi il faut rappeler également l'élection législative et régionale qui se sont déroulées dans des conditions les plus, je ne sais même pas comment, les plus désastreuses possibles à cause des fraudes, de la violence, du non-respect de rien du tout. Donc c'est comme si nous vivons dans un état de non-droit et ça aussi c'est un point nécessairement à relever. Alors, sur le changement de constitution, comment appréciez-vous l'atmosphère politique au Togo depuis l'adoption et la promulgation de cette loi fondamentale? Bon, la situation, comme je l'ai dit, devient très difficile parce que quand on a une constitution qui n'avait pas nécessairement l'accord de tout le monde déjà, nous savons qu'il y avait quelques imperfections dans la constitution qu'ils avaient adoptée en 2019, les modifications introduites, ça n'avait pas nécessairement l'assentiment de tout le monde, mais quand même ça donnait certaines perspectives d'une évolution. Ça a précisé quand même qu'on ne pouvait pas changer certaines dispositions, en tenant compte de la majorité parlementaire, mais plutôt par voie référendaire. Malheureusement, on n'en a pas tenu compte. Et plus grave, même s'ils avaient la majorité, ils n'en ont pas parlé à la population. Et c'est difficile de changer, c'est totalement incompréhensible de changer la loi fondamentale du pays sans nécessairement parler aux gens. Même si il y avait des dispositions qui prévoyaient qu'ils pouvaient faire ça à la majorité qualifiée au Parlement, mais quand même la population devait être informée des changements importants que cela introduisait. Ce n'est pas nécessairement parce que les gens sont contre le régime parlementaire, mais c'est parce que la procédure n'a pas été tue. Si vous dites que la population devait être informée oui, et sensibilisée. Oui, mais on l'avait fait déjà en 92. Disons, on se promène, on sensibilise la population sur le contenu de la Constitution et les gens pouvaient se prononcer sur ça. Parce qu'on ne peut pas, une assemblée qui était au terme de son mandat, se fermer à minuit et adopter. Même si on se demande si les gens qui ont proposé ce changement constitutionnel étaient au courant du contenu de cette nouvelle constitution. Donc vraiment, c'est une faute et j'ose espérer que, en tant que Togolais,
nos compatriotes d'unir vont comprendre qu'il faut revenir là-dessus. Alors, vous l'avez dit, l'autre événement majeur de l'année 2024, c'était les législatives et régionales. L'histoire retiendra tout de même que votre parti a dit pour la première fois, a obtenu plus de sièges à l'Assemblée nationale que les autres partis d'opposition. Comment avez-vous savouré ces résultats qui vous confèrent aujourd'hui le statut de chef de file de l'opposition? Non, sachez que notre objectif n'était pas d'être chef de file de l'opposition, c'était plutôt que l'opposition gagne ces élections. Évidemment, en espérant que Hadi serait un des moteurs de cette victoire de l'opposition. Nous n'avons pas eu ce que nous voulons sur ce point. La deuxième chose, c'est que nous étions convaincus qu'on aurait eu plus de députés qu'on a actuellement. Troisième chose, on sait qu'il y a des Togolais, des candidats qui méritaient d'être à l'Assemblée nationale, d'être déclarés élus. Non pas parce qu'ils méritent comme ça, mais à cause du travail qu'ils ont effectué sur le terrain, à cause des choix des électeurs. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est comme je vous le dis, les élections, les résultats proclamés ne traduisent pas nécessairement ce qui s'est passé et ce qui était dans les urnes. Donc nous sommes un peu, même si, nous sommes le parti qui a le plus grand nombre de députés parmi l'opposition à l'Assemblée nationale, mais c'est un goût très amer. Ça passe au second rang par rapport à ce que nous avons loupé dans le pays. Oui. Mais il faut rappeler que jusqu'à présent, l'acte me nommant chef de file de l'opposition n'a pas encore été pris. Bon, ce n'est pas une grosse priorité pour nous, mais quand même, il faut que les gens apprennent à respecter les textes de ce pays. Oui. Voilà, donc, et aujourd'hui, quelle lecture vous faites de la majorité écrasante d'unir à ces législatives? Il y a une expérience. En Afrique, il faut faire attention, sauf des cas de minorité de blocage, que nous n'avons pas, évidemment. C'est-à-dire, ce que nous avons, ça ne nous permet pas, de proposer des lois organiques, parce qu'il faut un certain nombre avant, à moins d'avoir de soutien de nos collègues d'unir. Et puis, pour certaines adoptions de certaines lois, il faut un certain pourcentage des membres de l'Assemblée pour pouvoir l'adopter. Nous n'avons pas ça. Mais en dehors de ça, les assemblées, la conception du travail parlementaire au niveau des pays africains, des jeunes démocraties, je ne dis pas des pays africains, n'est pas encore cela. Parce que les gens pensent que, comme on dit en anglais, the winner takes all. C'est-à-dire, même s'ils ont deux députés de majorité, ils peuvent faire comme si ils s'en foutent de l'opposition. Donc nous vivons ces cas. C'est la qualité de nos interventions, de notre travail en tant que député de l'opposition à l'Assemblée nationale qui peut nous donner une vision. Ce n'est pas parce qu'on est 3 siégeants qui fait que nous n'avons pas la possibilité de faire du travail. Nous le ferons. Et ça nous demande beaucoup plus d'énergie, nous 3 qui siégeons, mais nous allons le faire. On aurait espéré être beaucoup plus nombreux, évidemment, mais bon. Et je dis souvent, dans nos pays, dans les jeunes démocraties, disons d'abord, les députés n'ont pas de mandat impératif. Ça veut dire qu'en principe, chaque député doit lutter pour le bien-être de toute la population. Ce n'est pas parce que tu es d'unir que tu dois se préoccuper uniquement de la ligne de conduite du parti, mais c'est vous occuper de l'intérêt du parti. Donc ça, c'est important. Mais si nous étions nombreux, on avait une plus grande possibilité d'intervention. Alors, dans la foulée des législatives, il y a eu également la formation d'un nouveau gouvernement et l'intégration de figures de l'opposition comme Kwame Gomado de l'ANC et Isaac Tiakpe de l'UFC. Est-ce pour vous un signe d'inclusion? Non. L'inclusion, s'il s'agissait d'inclusion, il fallait discuter avec les organisations. Bon, peut-être l'UFC, ça a été fait, parce que l'UFC est un allié objectif de unir. Mais pour ce qui s'agit de l'ANC, je ne pense pas que le régime UNIR, qui a gagné les élections, ait discuté avec l'ANC. Donc ça a été une décision individuelle. Et dans ce cas, ce n'est pas question d'inclusion. Non. On a plutôt parlé de débauchage. Plutôt, c'est de ça qu'il s'agit, oui. Alors, comment est-ce que vous percevez l'intégration de ces figures dans le gouvernement? Non, vous voyez, en principe, dans un pays, on peut prendre des gens de
de la société civile qui vont intégrer un gouvernement. D'abord, il faut noter que le gouvernement est trop pléthorique. 35 députés pour ministres pour un pays comme le nôtre, et puis 10 ans encore de transition. Je crois que ça n'a aucun sens. Bon, ça c'est le premier point. Bon, est-ce que c'est bon de prendre des gens d'horizons divers? En principe, c'est oui. Mais maintenant, il faudra pouvoir savoir si les gens peuvent faire ce pourquoi on les a pris. Est-ce que ce n'est pas simplement pour faire savoir aux gens que, bon, nous avons réussi à débaucher quelqu'un de l'ANC? Si c'est ça l'objectif, ce n'est pas bon. Mais si c'est qu'on tient compte de leur expérience, de ce qu'ils peuvent apporter au pays, si c'est leur expertise et on les laisse travailler, je crois que c'est une bonne chose. Bon, c'est ça. Mais ici, dans nos pays, ce n'est pas nécessairement le cas. Je crois qu'on veut plutôt montrer à la population, bon, nous avons réussi à débaucher quelqu'un de l'ANC et je ne sais pas s'il aura les capacités à faire ce qu'il veut. On a vu ça dans le passé. On avait vu le gouvernement, je ne sais pas, ils avaient dit quoi, de grandes compétences et de... J'ai oublié le nom, le premier gouvernement de Humbo. Mais ils ont pris beaucoup de gens de l'UFC, mais ils n'ont pas eu la capacité de prouver ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Voilà, vous avez relevé tout à l'heure un effectif pléthorique pour ce gouvernement de transition. Pour vous, il fallait combien de personnes pour... Non, je ne peux pas le dire. Ben, disons que moi, je crois que nos pays, on n'a pas besoin de plus d'une vingtaine, autour d'une vingtaine. Une vingtaine. Oh oui, Voilà. Et donc, les premières élections sénatoriales sont annoncées pour février 2025. Aladi, vous ne semblez pas être sur la même longueur d'onde que vos amis de l'opposition. Ouais, ou bien eux aussi ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Bon, c'est comme vous voulez. Oui, bien sûr. Non, je crois que nous devons faire attention aux interprétations. Moi, je n'ai rien contre l'opposition. C'est leur position, ils ont des raisons. Mais il faut faire attention. J'ai entendu quelqu'un dire, ou bien des gens disent que non, si vous allez aux élections, c'est que vous êtes pour la constitution de la 5e République. Ça, c'est totalement... Je ne peux pas le qualifier. Il y a certains de vos amis de l'opposition qui disent que c'est une manière de cautionner l'entrée dans la 5e République. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas du tout de rapport. Parce que la constitution de 1992 dispose déjà de la présence du Sénat. Bon, je ne me rappelle pas si la constitution originelle de 92 prévoyait le corps électoral comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'il y a longtemps déjà que nous avons dans la constitution de 92 prévoyait déjà la mise en place d'un Sénat. Parce que nous avons fait copier-coller de la constitution française. Donc, la seule chose... Bon, je ne sais pas si le corps électoral était la même chose qui était prévue dans la constitution de 92 originelle. Donc, la constitution que nous avions, même si on est dans la 4e République, prévoyait l'existence du Sénat. Donc, ce n'est pas faire des élections du Sénat qui constitue le problème. Non, je ne pense pas que du tout, il faut totalement séparer les deux. Sur ça, je suis ferme. Il faut séparer le fait d'aller aux élections sénatoriales et le fait d'approuver la constitution de la 5e République. Pour la dire, c'est très clair, nous n'approuvons pas du tout la constitution de la 5e République. Bon, ça, c'est ça. Alors, finalement, quelle est votre position? Vous irez à ces sénatoriales? Nous y réfléchissons. La probabilité qu'on ait est très élevée. Nous sommes en train de faire des réflexions internes dans la journée. Probablement, nous allons prendre une décision. Mais je dis très bien que ça n'a absolument rien à voir avec la 5e République. Ça, je ne trouve pas, je ne vois même pas comment ils expliquent ça. Parce qu'il n'y a pas d'explication, ils affirment. Ils affirment sans donner des explications pour arriver à faire le lien entre le fait de participer à la constitution aux élections sénatoriales et la constitution de la 5e République. Si ce n'était pas prévu par la constitution de 92, la 4e République, en ce moment, je peux le comprendre. Mais ce n'est pas une nouvelle institution mise en place. Alors, pour vous, est-ce qu'il est opportun de mettre en place un Sénat au Togo? Non, pour moi, non. Pour moi, non, surtout actuellement. Parce que il y a beaucoup de ressources qui seront mises. Parce que même si on dit ça en même temps, en tenant compte du corps électoral, en même temps pour les conseils régionaux, je me demande pourquoi on met ça en place. Et il y a beaucoup de ressources. Or, on a besoin de beaucoup de ressources pour soulager les difficultés que traverse la population togolaise. Donc pour moi, actuellement, on n'a pas besoin du Sénat, du Conseil régional, du Conseil économique et social, de beaucoup d'institutions qu'on peut élaguer. Mais c'est prévu par la Constitution. Heureusement que la Constitution ne nous donne pas de délai pour leur mise en œuvre.
Bon, on peut dire qu'on ne respecte pas la Constitution, mais peut-être il faut revoir la Constitution dans ce sens. Oui. Alors, sur le plan économique, quel défi le gouvernement doit-il, selon vous, surmonter pour asseoir la confiance et maintenir la stabilité politique? La bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous mettez dans la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, il faut que, bon, nous venons d'adopter le budget, il faut que le budget traduise, les chiffres que nous voyons dans le budget traduisent les réalités. Il faut que les commandes publiques respectent la déontologie et l'éthique, et des dispositions qui sont dans la loi. Et il faut que aussi, il faut une certaine déontologie. Il faut également, vous voyez, un pays, ça, on ne fait pas attention à ça, hein, mais alors que c'est très important. Nous adoptons un budget pour cette année. Bon, évidemment, actuellement, avec les changements institutionnels qui est au niveau de l'UEMOA, c'est des budgets programmes, c'est-à-dire il faut avoir des programmes sur 3 ans et vous les réaliser au fur et à mesure. C'est déjà une bonne chose. Mais nous ne disposons pas d'un document capital de la vie d'une société, c'est-à-dire nous n'avons pas la vision. Quelle est la vision? Qu'est-ce que nous voulons pour le Togo, supposons en l'an 2060? On l'a pas. Or, c'est ça qui doit nous guider dans nos actions. Vous, en tant qu'individu, en tant que chef de ménage, je crois, vous ne dépensez, lorsque vous avez votre salaire, vous ne dépensez ça pas au mois le mois, parce que vous avez des prévisions, vous avez des enfants, vous pensez à eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Donc vous allez adopter un comportement dans ce sens dès aujourd'hui, sans quoi ce serait trop tard. Nous n'avons pas ça. Donc nous fonctionnons d'année en année, c'est pas bon. Il faut qu'on réfléchisse. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Parce que si vous ne disposez pas d'une vision très claire de ce que... Et ça, cette vision doit être élaborée à partir des consultations de toute la population pour que vous sachiez qu'est-ce que nous voulons devenir, qu'est-ce que le Togo va être demain. Si vous n'avez pas cette perception, je crois que c'est grave pour l'évolution du pays et pour la gestion économique et politique du pays. Oui. Alors, sur le plan administratif, en 2024, il y a eu quelques réformes. La possibilité de demander le certificat de nationalité en ligne est saluée comme une avancée. Comment vous appréciez cette réforme? Non, je crois que la digitalisation, c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui a d'apprendre, qui va venir pour son dossier, venir à Lomé, vous voyez le coût. Donc, pouvoir avoir accès au dépôt en ligne, je crois que c'est une bonne chose. Ça réduit les tracasseries et ça peut réduire aussi la corruption dans la mesure où vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose avant cela. Bon, mais on attend que ça marche. Mais vous savez, au niveau de la DI, une question de fond se pose. Notre constitution dispose que être togolais qui naît de père ou de mère togolais. C'est très clair. À partir de là, nous nous posons des questions sur l'opportunité de faire des certificats de nationalité. Ça, nous avons, quand nous étions dans la 5e législature, c'est-à-dire en 2013-2018, nous avons fait une proposition de loi dans ce sens. Parce que actuellement, nous allons essayer de vérifier dans les pays environnants pour comprendre pourquoi, si ces pays aussi ont ce problème de certificat de nationalité, parce que la Constitution est très claire. Si votre enfant naît, si vous êtes togolais, automatiquement, il est togolais. Bon, peut-être il faut prouver que vous êtes togolais. Une fois que c'est prouvé, par quel document il faut le prouver si on doit mettre de côté le certificat de nationalité? Mais vous avez votre certificat de naissance qui montre que vous êtes togolais. Je crois que c'est ça, ça suffit. D'accord. Surtout que vous avez déjà votre certificat de nationalité. Bon. Donc on n'a pas besoin de demander aux nouveau-nés compagnie de certificat de nationalité. Je crois que c'est une réflexion qu'on doit mener. Évidemment, ça apporte de l'argent au gouvernement, mais comme vous savez, les tracasseries que les Togolais ont à faire avant d'obtenir ce document, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur ça. Si les dispositions légales qui sont actuellement en cours, qui sont dans la Constitution, ne permettent pas de résoudre ce problème. Alors, pour vous, quel autre service devrait être priorisé dans la digitalisation? Je ne peux pas le dire, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas l'énumérer, mais je crois que la digitalisation est un progrès qu'il faut poursuivre. Voilà. Et si vous nous rejoignez à l'instant, nous revenons sur certains faits majeurs qui ont marqué l'actualité sociopolitique au Togo en 2024. On se retrouve dans un instant pour vos réactions, chers auditeurs et auditrices, par l'entremise du 91 09 71 71 ou
ou le 96 61 58 58. À tout de suite. Quels sont les faits majeurs qui vous ont marqué dans l'actualité sociopolitique togolaise en 2024? L'antenne est maintenant à vous sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô, bonjour. Oui. Allô? Allô. Bonjour. Oui, bonjour Pélé. Bienvenue dans le débat. Oui, professeur, bonjour. Bonjour Pélé. Ok, je peux dire le chef de file de l'opposition. Ça va, non? Bon, ils ne sont pas actés. Ah, ok. Bon, je ne sais pas si on n'a pas acté pour Jean-Pierre Favre, on n'a pas acté pour J-Christ Olipio. Avec vous, 2 sièges, ça peut aller, je ne sais pas. Tout à l'heure, vous venez de dire que la Constitution de 92 a permis d'aller au sénatorial, aux élections sénatoriales. Mais la Constitution de 1992 n'a pas permis d'aller à la 5e République, à une République sans référendum. Ça aussi, il faut qu'on mette le point sur les i. Parce qu'on sait que le régime RPT Union, ce qu'il est en train de faire, on le sait. Mais il faut qu'on soit vigilant avec ce régime parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il n'a pas besoin de vous pour faire quel que soit ses réformes ou bien tout ce qu'il va faire. Il a besoin de vous quand il peut dire qu'il a de l'opposition au Togo. Maintenant, à ce qui concerne les élections ou bien se siéger au sénatoriat, c'est de bonne guerre. Mais je peux aller siéger, mais ne pas aller voter. Mais ne pas aller voter aussi. Ce n'est pas donné que je dois aller voter. Maintenant, ce n'est pas le président Faure qui va vous nommer sénatorial et vous allez nous dire que vous êtes encore opposant. Si on vous nomme, il ne faut pas dire que vous êtes opposant. Automatiquement, il faut qu'on soit clair. Merci. Pélé, merci de votre intervention. Nous allons prendre l'autre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Émile, je peux vous dire que vous avez eu chance de vous être excusé en début pour ce qui s'est passé hier. Parce que j'étais sur les nerfs. Ah, vous avez appelé également. Voilà. D'accord. J'ai appelé plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si ça provient de Togo et Yas ou bien de Nana FM. Bon, on vient à l'ordre du jour. Oui, allez-y à l'essentiel. Monsieur, professeur Gogué, bonjour. Bonjour Max. Bon, la question que je voudrais poser hier à M. Eric Dupuis, je la pose à M. Gogué parce que c'est la même chose. Allez-y. Pour moi, c'est la même chose. Un parti politique qui clame la paix, le dialogue pour la communauté internationale et nationale, mais qui fait exactement le contraire en interne. Un ministre qui a conseillé aux opposants d'aller prendre les armes pour accéder au pouvoir. Faut-il vouloir prendre le pouvoir par les jeunes ou comme l'a suggéré Monsieur le ministre? Et pour terminer, je voudrais abonder dans le même sens que votre invité. Comme je l'avais dit pour la politique, il faudrait que nos chefs de parti enseignent à leurs adhérents, leurs militants, les thèmes, la signification des thèmes. Parce que le rôle du député, et comme le croit, comme je l'ai dit pour la politique, 90% des Togolais, je prends un exemple, un député élu à Atapamé n'est pas nécessairement venu à l'Assemblée pour parler des besoins d'Atapamé, mais du Togo. Il est un élu du peuple. Allô? Oui, il devient un élu national. Voilà. La preuve, on l'a vu avec le député sénégalais qui est élu au Sénégal et qui est passé à la CEDEAO et qui est venu défendre les Togolais. Merci, bonne journée. Bonne journée Max, merci de votre intervention. Le prochain auditeur d'Anna FM, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Ok, bonjour Président. Bonjour Monsieur Gado. Bon, vous savez Président, moi je voudrais demander
ça a fait du ministre Gomando. Sinon, ce n'est pas pour faire du mal au pays, plutôt fragiliser l'ANC. Franchement, c'est pour fragiliser l'ANC. Et ça n'a rien fait du tout à l'ANC. L'ANC est toujours debout. Sinon, moi je lance le défi. Monsieur Gomando, il est sorti d'un grand parti comme l'ANC. Entre guillemets, l'ANC a gagné les élections présidentielles 2 fois dans ce pays. Donc je demande à l'UNI de le nommer président des conseils pour voir si réellement il veut du bien de ce pays. Gomando peut être président des conseils, donc il n'a qu'à le nommer président des conseils et on verra bien. Bon, secondo, l'affaire de comment l'appelle-t-on, Covid. Mais pourquoi jusqu'à présent on n'a pas fait le compte? La Cour des comptes a dit qu'on a bouffé l'argent. Et jusqu'à présent, M. Gougé, est-ce que vous connaissez quelque chose pour nous dire? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, Monsieur Gado. Nous allons répondre aux préoccupations de ces auditeurs qui sont déjà intervenus. Professeur Gougé. Oui, il y a... Ouais. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale. Nana FM, allô, bonjour. Allô? Bonjour, mon président Gogué. Bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur Sami. Bonjour, Papa Sibiti, bienvenue dans le débat. Vous savez, la politique togolaise, le peuple est fatigué. Comment faire pour sortir le peuple de sa léthargie? Vraiment, nous ne comprenons pas aujourd'hui celui-là. Maintenant, comme vous demandez au président de nommer les sénateurs, ces sénateurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxièmement, s'il faut nommer les sénateurs, unir celui qui a 100 et quelques députés. S'il faut choisir, les sénateurs ne seront que de l'unir. Si je me trompe, dites-moi que, monsieur, si vous vous trompez, maintenant, c'est parmi eux qui la nomination sera faite. Merci beaucoup. Merci, Papa Sibiti, de votre participation à ce débat. Professeur Aimé Gogué, de l'avis de Papa Sibiti, les sénateurs seront en majorité d'unir. Hein. Bon, il y a 2 catégories, bon, je peux dire même 3 catégories de sénateurs. Il y a les sénateurs élus qui seront 41. 2, il y a les sénateurs nommés par le président de la République qui seront 20. Et puis il y a les anciens chefs d'État. Évidemment, on n'en a pas. On préfère ne pas en avoir au Togo. Et bon, on n'en a pas. Donc il y aura 2 catégories. Bon, les 41 seront élus. Mais comme nous avons dit, compte tenu de la composition des électeurs, presque tous seront unis. Peut-être même à 100%. Il est possible que un ou deux les échappent, mais ils seront presque tous unis. Bon, maintenant, venons-en aux sénateurs nommés. Il y a beaucoup de pays qui ont cette disposition. Je crois le Canada, les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur recommandation du Premier ministre. Bon, mais en principe, les gens nommés, pour les nommer, on tient compte de certaines caractéristiques. Ce n'est pas nécessairement des militants de son parti. Pas nécessairement ça. On peut tenir compte de sa profession, de ce qu'il a fait dans la société. Bon, sa représentativité en tant que telle. Alors, si on ne suit pas ce critère, si le président nomme qu'il veut, la probabilité qu'il nomme ses militants, ses sympathisants est très élevée. C'est pourquoi je reprends en partie à M. Pelé. Dans ce sens, si le président vous nomme parce que vous êtes unis, si le président nomme sans des critères précis, il va de soi que vous ne pouvez pas dire que vous êtes indépendant d'unir. Donc là, Pelé a raison. Et on espère que j'avais donné l'exemple. J'ai dit, il y a des gens dans ce pays, moi je ne les connais pas. J'ai donné un exemple, j'ai donné des exemples. Comme ça, les gens disent que je propose. Non, il y a des exemples. J'ai donné l'exemple du docteur Condon, je crois. C'est quelqu'un qui, je crois que la communauté, même s'il est uni, je crois qu'il fait beaucoup. Le professeur Sedo, je ne sais pas si vous l'avez connu, il a été recteur dans ce pays. Des gens comme ça, peut-être qu'il est trop âgé. On peut dire qu'il est trop âgé pour ça. Est-ce qu'il a le temps de s'en occuper? C'est des gens qui devraient pouvoir faire l'unanimité. J'ai parlé de John Doe également.
EcoBank, Askai, vous voyez. Donc il faudra tenir compte de ça. Mais si c'est nommer des gens, si on nomme des politiciens pur et dur, sans qu'on ne sache ce qu'ils ont fait pour ce pays, je crois que c'est tiré par les cheveux. Alors pour Pelé, la Constitution de 92 prévoit certes les sénatoriales, mais ça ne permet pas d'aller à la 5e République sans référendum, selon c'est très clair, c'est ce que nous disons, il a totalement raison. D'abord, il faut savoir que on n'a pas organisé des élections sénatoriales, mais ce que je disais, que c'était prévu dans la Constitution. Mais ça ne dit pas, ça n'excuse pas le fait que la Constitution de la 5e République soit adoptée. C'est l'une des fautes que en tout cas, c'est quelque chose que nous trouvons au niveau d'Adi totalement inadmissible. On ne peut pas accepter cette Constitution de promulguer le 6 mai. Parce que ça n'a rien respecté, ça n'a pas respecté les textes de nos pays. C'est ça la position d'Adi. Bon, je crois que il y a Gado qui parlait de Gomado. Je l'ai dit, Gomado était... Le débauchage de Gomado, c'était pour fragiliser l'ANC selon Gado. Non, la probabilité est forte. Mais les Togolais doivent comprendre que ça n'a rien à voir avec l'ANC. C'est quelque chose d'individuel. Si c'est que l'ANC avait proposé Gomado pour y aller, bon, on peut se poser des questions. Bon, le gouvernement... le président a certainement négocié avec Gomado qui a accepté venir sans avoir la caution ou l'aval de son parti. Alors, peut-être la question de Max, s'il faut résumer, faut-il prendre le pouvoir par les armes ou les urnes? Non, disons que là aussi, au niveau d'Adi, c'est très clair. Ce pays, ce régime ment. Il ment, qui veut la paix, qui fait quoi. Non, ça c'est très clair que ce n'est pas un régime qui veut la paix. Compte tenu d'abord le changement de la Constitution montre que ce n'est pas un gouvernement qui veut la paix. Évidemment, il parle partout dans le pays, c'est un pays de paix, pas de choses. Non, mais ce n'est pas vrai. L'arrestation des prisonniers politiques, vous ne pouvez pas vouloir la paix et avoir ce type de comportement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons toujours dit au niveau d'Adi, nous participons aux élections en sachant que dans une dictature, on ne gagne jamais par les élections. C'est pas possible. Parce que, vous voyez, les institutions qui organisent les élections, et vous-même, vous êtes au Togolais, vous voyez ce que c'est. Mais est-ce qu'on doit gagner, on doit prendre les armes? Nous sommes un parti qui est pour la non-violence. Mais la non-violence ne veut pas dire que vous allez vous faire marcher sur vos pieds et vous taire. Malheureusement, les Togolais généralement, on semble confondre. On pense que si vous êtes non-violent, vous allez subir, quelqu'un vous fait n'importe quoi, vous acceptez. Non, ce n'est pas ça. Vous devez pouvoir vous faire respecter et faire respecter vos lois. C'est ça. Donc, les élections, j'ai toujours dit que les élections, c'est un élément d'accéder au pouvoir dans un système, même si c'est dictatorial. Dans un système démocratique, c'est vrai, vous faites les élections, celui qui a le plus de voix passe. Mais dans un système dictatorial, ça ne suffit pas. Mais c'est un élément important. D'accord. Nous allons parler un peu économie. Quels commentaires vous inspire la récente revue à la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe? Bon, j'ai dit, comment vous dites Amina là? Bon, disons que on a quelque chose, on peut se contenter. Mais ça veut dire, ce que j'aimerais dire, il y a eu des hausses très importantes. Le prix du pétrole sur le marché international a subi de grosses baisses. Malheureusement, on n'a pas senti ça au Togo. Une réduction de 20 francs sur le 20 super francs, oui, c'est sampler. ça que je veux dire. 20 francs, c'est pas, en principe, on devait pouvoir mieux faire. C'est déjà quelque chose, mais on peut mieux faire. Voilà. Alors, le budget 2025 est projeté à environ 2400 milliards de francs CFA. Quelle analyse vous en faites? En votre qualité d'économiste. Non, pas. Bon, d'abord, en tant que député, j'ai regretté quelque chose et ça ne passe pas. Parce qu'en principe, on devait avoir le projet de loi des finances dès septembre. C'est-à-dire, les textes prévoient une semaine avant le début de la session budgétaire qui a commencé le 1er octobre. Malheureusement, nous l'avons eu, vous vous rappelez, j'avais fait une sortie, nous l'avons eu seulement en décembre, après plus de 2 mois après. Et nous devons l'adopter à la fin du mois, fin décembre.
Donc ça veut dire que le délai pour discuter à fond, pour prendre connaissance à fond du budget, nous ne disposons pas de ce temps. Et ce qui est grave, c'est que la Constitution prévoit que si on n'adopte pas ça le 31 décembre, il y a la possibilité que le gouvernement continue de fonctionner. On parle de 12e provisoire. Bon, donc le gouvernement peut faire appel à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité, et ça peut passer. C'est pas comme aux États-Unis où lorsqu'on n'adopte pas le budget le 31 décembre, à la date convenue, tout est bloqué, les fonctionnaires ne sont pas payés, les services publics ne sont pas rendus. C'est différent. Vous voyez, la France, on n'a pas adopté le budget, mais ça continue, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce point, je ne suis pas correct. Le deuxième point, c'est que, bon, comme on n'a pas eu ce temps, est-ce que les chiffres dont nous disposons sont sincères? Parce qu'il y a beaucoup de... Environ 2400 oui, 2400 milliards, oui, je sais. CFA. Est-ce que c'est sincère? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Comment on appelle? La SNPT, je dis toujours le TP. La SNPT, les phosphates. Leur contribution au budget, c'est autour de 3 milliards. Mais entre nous, 3 milliards, pour moi, c'est sous-estimé. Il y a le port également, il y a la Nonato, etc. Donc, c'est le fait de ne pas disposer du temps qui fait que vraiment, moi, je me pose des questions sur la sincérité. Bon, est-ce que la répartition du budget entre les secteurs, évidemment, le secteur social prend 49, près de 50%. Hein. Bon, là également... Alors, sur le social, on va peut-être marquer un point. Est-ce qu'il est conséquent, ce budget, pour relever des défis en matière de santé, éducation, ou encore pour améliorer le pouvoir d'achat des Togolais? Non, disons que le pourcentage est élevé, mais le montant est faible. Si vous avez un montant faible, c'est pourquoi nous regrettons de ne pas avoir étudié les recettes correctement pour pouvoir se prononcer. Et puis la deuxième chose, je vous ai parlé de vision, par exemple. Vous verrez pourquoi c'est important. Nous avons, supposons que vous pensez qu'on a suffisamment de ressources qu'on investit dans l'éducation. Mais pour faire quoi? Pour former quoi? Pour former des chômeurs? Vous voyez, donc il faut se poser des questions sur le type de gens dont nous avons besoin pour apprécier le budget. Vous ne devez pas dire, on a donné tant au secteur de l'éducation, c'est suffisant. Non. Et puis, dans le domaine de la santé, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on a mis suffisamment de ressources pour la santé préventive plutôt que sur la santé curative? Vous savez, le palu crée beaucoup de problèmes. Mais on sait qu'on peut réduire le palu avec un environnement sain. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a mis suffisamment de ressources sur ce type de dépenses qui va réduire à terme les dépenses que nous avons consacrées à la santé? Donc, il y a des questions de fond qu'on doit se poser, mais malheureusement, on n'a pas ce temps pour se les poser. Alors, sur le plan de la santé, il y a eu le programme Wezu, c'est un programme d'accompagnement des femmes enceintes qui a permis d'enrôler plus de 633 000 femmes en septembre 2024. Pour vous, ce programme a-t-il eu des impacts sur la mortalité maternelle et infantile? Non, certainement. Bon, je n'ai pas les données, mais quand même, je crois que venir en aide, assister les femmes enceintes, je crois que c'est une bonne chose. C'est un bon projet. Maintenant, je n'ai pas les données pour apprécier l'impact. Mais si les chiffres sont corrects, 630 000 femmes, je crois que c'est une bonne chose. Un mot sur la justice transitionnelle. La phase de réparation mémorielle par le Ashkroun est une étape importante. Quel rôle joue-t-elle dans la réconciliation, cette réparation mémorielle? Je crois que c'est également important, mais je dois faire remarquer quelque chose. Il semblerait que Ashkroun se prenne de la non-participation des opposants, mais vous ne pouvez pas dire que les opposants ne participent pas lorsque vous ne les invitez pas. Donc ça, au moins, il faut... Nous n'avons pas été invités comme organisation. Même si j'ai vu un des responsables du Ashkroun qui avait dit qu'il allait s'en assurer. Nous n'avons pas été invités, donc Ashkroun ne peut pas accuser l'opposition de ne pas participer aux travaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, ce qu'ils ont... se rappeler de ceux qui ont joué un rôle important dans la société togolaise, c'est important. J'ai fait une petite parenthèse. Un jour, je suis passé sur le campus universitaire que j'ai trouvé
Ça a beaucoup changé par rapport à lorsque moi j'étais responsable. Je félicite les responsables de l'université. Mais ce que j'ai été très surpris de constater qu'il n'y avait rien qui était dédié au professeur Ninevi. Je ne parle pas de moi, mais au professeur Ninevi, qui a joué un grand rôle dans l'université. Ils étaient l'un des premiers qui sont venus travailler, créer l'université. Il fait partie de ceux qui ont créé cette université. Il était responsable de l'université, c'est-à-dire directeur de l'INSI pendant plusieurs années, directeur de l'office du PAC, et il n'a aucune place dédiée au professeur Ninevi. Il y a d'autres, il y a plein, parce que peut-être il est de l'opposition. Alors si c'est vers ça qu'il tend, non, ça, moi j'interpelle les autorités de l'université de bien revoir, il ne peut pas politiser jusqu'à ce niveau. Voilà, cette émission s'achève, c'était le débat de Nana FM, merci de l'avoir suivi, merci à vous professeur Aimé Gogué, vous êtes le président du parti Alliance des démocrates pour un développement intégral, a dit merci d'être venu partager avec nous votre regard sur l'actualité sociopolitique en 2024. Nestor